Les villes concentrent une part importante de la population mondiale. Aujourd'hui, on est à 50%, bientôt ce sera plus près de 70%. En Europe, on est déjà à 70%. Elles émettent 70% des gaz à effet de serre. Le phénomène d'urbanisation continue à vive allure, y compris dans les villes de l'hémisphère nord, mais encore plus évidemment dans les pays émergents. Et par ailleurs, et les villes sont évidemment créatrices d'une part importante du PIB mondial. Par ailleurs, elles sont particulièrement, du fait même de ces concentrations, exposées aux effets du changement climatique, concentration des biens et des personnes. Donc quand il y a un événement climatique extrême, eh bien, évidemment, les destructions, les pertes, les dégâts et dommages dans les villes sont importants. Par ailleurs, il y a des spécificités telles que le phénomène des îlots de chaleur qui font qu'en période caniculaire, par exemple, c'est encore pire en ville. Mais les villes sont également les creusets où s'inventent beaucoup des solutions de demain. Les villes ont donc les ressources financières, l'ingénierie, etc., d'inventer ces solutions, et également sont un échelon démocratique qui les rend suffisamment proches de leurs administrés pour pouvoir mettre en œuvre des politiques en matière de transport, de logement. Alors après, les situations précisément varient selon les juridictions des pays, mais globalement, c'est quand même les villes qui ont beaucoup de solutions à leurs mains. Ce que je vous propose pour gagner du temps, c'est de vous présenter d'un mot, présenter la structure que vous représentez quand vous prenez la parole la première fois, comme ça ira plus vite. Donc on a 2 représentants de réseaux de villes et 2 représentants de villes. Donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Moi je voudrais vous demander, donc Hervé Marot, vous êtes représentant du C40, Claire Roumet, Energy Cities. Peut-être, alors présentez-vous, honneur aux dames. D'abord Claire, puis Hervé, et puis ensuite à tous 2 je pose en fait la même question. Je vais me mettre là, je vous verrai mieux. Est-ce que vous avez vu ces dernières années une montée en puissance des villes sur le front du changement climatique? Energy Cities est un réseau de villes principalement européen, des villes plutôt moyennes, mais aussi des capitales. C'est 1000 villes dans toute l'Europe et ça comprend aussi l'Europe de l'Est, parce qu'on travaille beaucoup avec les pays de l'Est, mais pas seulement de l'Est de l'Europe. De l'Est politique, mais de l'Est de l'Europe géographique aussi. D'ailleurs, c'est là où il se passe en ce moment les choses les plus intéressantes. On était en Ukraine la semaine dernière et c'était vraiment fascinant de voir les changements. Pour ce dont on avait peur, je pense, en tant que réseau de villes, c'était effectivement de voir que la COP 21 serait comme un pic de mobilisation, parce qu'il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis justement à la mobilisation, et heureusement, ce n'est pas du tout arrivé, c'est le contraire qui s'est passé. Je pense que la COP 21 a plutôt été une rampe de lancement, et que depuis, justement, la mobilisation ne fait que croître. Donc, je vais rester là comme ça. Hervé, oui, mais je rappelle, vous parlez de la mobilisation au moment de la COP21. Dans cette salle même, Anne Hidalgo avait mobilisé 1000 maires du monde entier pendant la COP21 autour du sujet climat. Hervé. Bonjour. Le C40 réunit dorénavant les 96 villes les plus importantes au monde, mobilisées pour l'action climatique et la qualité de l'air. Nos maires ensemble représentent plus de 700 millions de citoyens. Nos villes génèrent 25% du PIB mondial. Voilà, en quelques chiffres, vous avez compris que notre impact est massif et notre rôle depuis le C40, c'est de faire en sorte qu'il soit positif. Vous parliez, Dominique, justement du sommet des 1000 maires qui a eu lieu ici, à l'Hôtel de Ville en décembre 2015, en pleine COP21, à un moment où on ne savait pas encore si l'accord de Paris allait déboucher sur un succès ou non. Ce moment a été absolument fondamental dans l'identification et dans l'arrivée des maires et des villes sur la scène internationale. On avait tous en mémoire à cette époque-là l'échec, le fiasco de la COP à Copenhague en 2009, qui avait promis bien des lendemains chantants et qui avait débouché sur vraiment un échec cuisant et inquiétant pour l'avenir. Les maires, en fait, lorsque la COP a décidé de se réunir à Paris, immédiatement, Michael Bloomberg et Anne Hidalgo ont décidé de réunir tous ces maires, ici même, à l'Hôtel de Ville, dans la maison des Parisiens, justement pour faire entendre leur voix et mettre
de façon extrêmement claire sur la table leurs ambitions, leur audace, leur courage pour mettre en œuvre les mesures qui étaient appelées par l'intérêt collectif. Ça a été sans doute un moment clé par rapport à l'accord de Paris, ça a été un moment fondateur pour les villes puisque dès lors, il y a eu un mouvement qui s'est mis en œuvre et qui est en train d'opérer en fait un changement de paradigme qui est dans l'air, qui n'est peut-être pas encore totalement cristallisé dans l'inconscient collectif, mais en tout cas ce changement de paradigme est tout simplement que dorénavant au XXIe siècle, on ne pense plus global pour agir local, mais on pense local pour agir global. On est vraiment dans une inversion en fait du système, d'un schéma. On ne va plus du haut vers le bas, on va du bas vers le haut. Et là, on arrive sur quelque chose d'intéressant puisqu'en fait, on part du très concret justement pour avoir derrière des résultats qui peuvent être massifs dès que la coopération permet justement à toutes les villes, aux citoyens, au secteur privé, justement de développer les efforts nécessaires à l'accord de Paris. Merci Hervé. Et vous, donc le C40, vous vous êtes fixé comme mission, on va dire, que les villes adhérentes soient en conformité, enfin, leurs actions en conformité avec la mise en œuvre en fait, de l'accord de Paris, de manière concrète. C'est ça, c'est la pierre angulaire de notre action au quotidien. Moins d'un an après l'accord de Paris, notre équipe de recherche avait produit en fait un rapport qui s'appelait Deadline 2020, date limite 2020, et qui en fait transpose l'accord de Paris en actions extrêmement concrètes, en une série de préconisations qui permettent à l'ensemble de nos villes et au-delà, en fait, de mettre en œuvre concrètement à travers des plans d'action climat comme celui de Paris qui fait partie des plus ambitieux au monde, de mettre en œuvre concrètement à l'échelle locale l'accord de Paris. C'est un Deadline 2020. Si toutes les villes de plus de 100 000 habitants de par le monde mettent en œuvre ces préconisations en les adaptant à leur réalité locale, on estime que plus de 40% de l'accord de Paris des objectifs de l'accord de Paris, peuvent être mis en œuvre. Merci beaucoup. Alors, on va profiter d'avoir des représentants de villes autour de la table pour savoir concrètement comment vous vivez les choses dans vos villes respectives. Est-ce que vous avez conscience de ce rôle que vous pouvez jouer sur le front du changement climatique? Est-ce que vous disposez des moyens pour le faire? Est-ce que ça a évolué au cours des dernières années? Monsieur Barnada, pour la ville de Barcelone. Peut-être présentez-vous brièvement. Barcelone, c'est une ville très de la Méditerranée. Et c'est chose très importante parce que le climat de Barcelone, c'est différent au climat de Paris ou au climat d'Oslo. Bientôt, on aura à Paris celui de Barcelone. Mais... nous travaillons constamment dans l'aménagement de villes. Et en spécial, en ce moment, il y a des idées principales qui sont la justice climatique pour toutes les personnes et la cogénération des projets de les personnes avec la municipalité. Barcelone, c'est une ville qui est très en avance sur ces sujets. On propose l'adaptation de la ville au climat, mais avec les personnes premières, toujours. Quand on demande de Barcelone, c'est un smart city. Non, nous sommes très sceptiques sur la technologie. Les plus importants sont les personnes intelligentes qui usent bien la ville. Et seulement avec l'use bien de la ville, on peut faire adaptation climatique. En partant des usages en fait, de la ville par ses citoyens, ses habitants. Oui. C'est le premier. En ce moment, nous allons un plan qui s'appelle le plan Climat de Barcelone, qui propose 242 actions copartenagées avec les citoyens de la ville de Barcelone et la même ville. Et ça a toujours été comme ça, co-construit avec les habitants, toutes les actions sur le climat? Ce sont toujours actions de pédagogie, parce que si la ville doit changer avec une potente action pédagogique et avec la coopération de tous les citoyens. Merci beaucoup. Monsieur Fioroni, peut-être pour
Vous voulez parler anglais ou français? Oui, Anglais. je préfère parler l'anglais. Ok, Vous me pardonnerez. pas de problème. Mais je peux vous poser la question en français, vous m'avez dit. Hein. Oui. Non, mais de toute façon, qu'est-ce qui se passe? Donc vous représentez la ville de Pérouse en Italie. Quel est le rôle d'une ville en Italie sur le changement climatique? Est-ce que les choses ont évolué ces derniers temps? Et qu'est-ce que vous faites à Pérouse en particulier sur ce sujet? Bien. Perugia is one of the most important historical and cultural cities in Italy. Has been founded by the Etruscan, developed by Roman, but today Perugia is one of the most advanced cities in Italy. Due to the broadband national project, all Perugia has been cabled by more than 80% of the city buildings are connected with fiber to the home, where you can upload and download at 1 gigabit per second. So that's why we try to change our perspective. First of all, we try to change perspective concerning the KPI that we use to evaluate the city. Traditionally, you have, for example, unemployment rate, the GDP, or the level of CO2. And we change perspective because we say, today we are the most infrastructure city in Italy. So how can we use this infrastructure to make our city smarter? So we say we have to change the KPI to evaluate the city. So the number of startups, the number of university spin-off, Perugia is a very important academic city, or, for example, also the number of patents. And concerning to the level of CO2, so we decided to evaluate how many patents we are produced in a city, how many spin-off in environment field every year were born, how many spin-off from the university. That's a good change of paradigm. For example, to be an infrastructure city, for the project, we made all the migration of the public lighting to the LED technology with the EDF Titanium. And for example, we do not think about a system of public lighting, but we think as a broadband city, as its lighting point is a node of the city network, and each lighting point works as a city gateway. That's a change of paradigm. Concerning also, for example, another example, we say, not the policy we can make, what can our university do for us? So, restoring one of the most degraded area of the city, we involved our university and say, this area just around the station, so is the place in the city where are located most of the transportation hub, say, how can this place become a smart place and how can you reduce the level? We want new idea. So they develop pavement, is a cooling pavement, that reduce the level of reflection of the sun, that clear the air and reduce the noise of the city transportation, just in front of the station. Just a good idea, as the colleague from Barcelona said, a good idea for our best intelligence, our best university, because we are strongly believe that to fight all the challenge of the new world, we have to develop a urban ecosystem that support development, to support the creation of new idea. We strongly believe that we have a mass of data that human never seen before, and we have the tools with the AI system to manage this kind of data. So we just have to publish our data and give to the new startups, and they can build and deliver new kind of services, probably connected to environment, probably to reduce the CO2 level. That's a change of paradigm, point of view. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc en fait, un exemple réussi, semble-t-il, de l'utilisation des très hautes technologies, même de l'intelligence artificielle, dans une des villes, vous dites, les plus anciennes, culturelles, avec un héritage patrimonial. Donc ça peut donner de l'espoir à pas mal de... Vous pourrez servir d'exemple. Je crois qu'à Paris aussi, on a quelques rues avec ce revêtement qui permet de faire moins de réflexion de lumière et de chaleur surtout,
et moins de bruit. Mais c'est 2 rues pour l'instant. Yes, Enfin, il faut bien un début. This project born on a spin-off of our university. So that's a good idea from the university spin-off a research center for pollution and environment. That's a good best practice. C'est aussi effectivement ce que vous décrivez, un bon exemple de collaboration ou de coopération entre toutes les structures de la ville, Exactly. l'université. La mairie. Also, is very important the engagement of the private sector because this morning I hear lots of time that is pointed to make l'argent. And if there is business, there is a big business in fighting the pollution and the environment field. We have only to believe in this potential business. Merci beaucoup. Claire Roumet, peut-être un petit point sur, parce que vous ne l'avez pas mentionné, mais vous êtes basée à Bruxelles. Et vous êtes une très bonne observatrice de l'évolution de la réglementation et des politiques européennes. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui est à l'ordre du jour? Et en quoi ça pourrait favoriser l'action des villes, justement? Alors justement, c'est totalement lié à votre exemple de l'utilisation des données et de qui peut les utiliser et surtout du rôle C'est un critique. vaste sujet. C'est un vaste sujet, c'est le rôle critique en tout cas des autorités locales, c'est ce qu'a fait Barcelone très très bien, qui a été la première ville aussi à Barcelone est vraiment un exemple dans beaucoup de domaines. Paris, certainement pour avoir le plan neutralité carbone le plus ambitieux et le plus abouti et le plus scientifiquement solide dans le monde, sans aucun doute. Enfin, moi, j'en connais pas d'autres, mais à Barcelone, il y a eu vraiment des expérimentations très très fortes sur tout ce qui est l'utilisation de la donnée, avec les citoyens. Et ça, c'est justement une des dernières directives qui est en discussion aujourd'hui sur les données énergétiques, savoir qui va avoir le service public de la donnée énergétique et quels seront qui sont les acteurs. Et il y a une poussée forte pour que les acteurs locaux, justement, aient une place réelle sur le marché de l'énergie dans le futur. Donc, la directive, elle s'appelle Market Design et c'est la dernière directive qui est en discussion. Mais il y a eu plusieurs avancées cette année, de grandes avancées, notamment une nouvelle directive sur les renouvelables qui définit ce qu'est l'énergie citoyenne. Donc ça, c'est vraiment une avancée forte parce qu'il n'y avait pas de définition législative avant et surtout parce que ça donne un cadre à des tas de pays où il y a encore très peu d'exemples. De nouveau, à Barcelone, l'énergie citoyenne qui vient de remunicipaliser le secteur de l'énergie ou de créer une entreprise municipale, c'est un exemple. On est en train d'organiser un séminaire de travail entre Grenoble qui a une entreprise municipale de l'énergie, des municipalités portugaises qui, elles, voudraient en créer et Barcelone qui est aussi un exemple. Parce que justement, il y a vraiment un nouvel espace, vraiment un énorme espace possible sur le marché de l'énergie pour les acteurs locaux. Et enfin, dans les autres avancées, je pense qu'il y a, d'abord, on en parle assez peu, mais il y a aussi une définition pour la première fois de ce qu'est la pauvreté énergétique et une obligation dans la directive qu'on appelle efficacité énergétique. Il y a une obligation d'investissement pour lutter contre la pauvreté énergétique par les États. Enfin, il y a aussi une obligation maintenant d'avoir une augmentation de la chaleur renouvelable. Donc, dès qu'on a de la chaleur au niveau local, on a une obligation d'augmenter la part du renouvelable dans ce mix de chaleur. Et ça, c'est très important pour toutes les villes de l'Europe de l'Est qui sont souvent chauffées au charbon par des systèmes de chaleur urbaine. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, on a toujours parlé d'énergie, on parle toujours de climat ou de qualité de l'air, mais on n'arrive pas dans les secteurs où il faut vraiment avancer. Et par exemple, la chaleur, c'est très important qu'on déconnecte, qu'on divise aussi les besoins d'énergie en besoins réels, donc en besoins de mobilité, en besoins de chaleur et en besoins électriques purs pour tout le reste. Et enfin, il y a une réglementation sur la gouvernance des politiques énergie et climat. Et dans cette réglementation, donc, qui s'applique une régulation qui s'applique directement, est introduit un article spécifique sur
une obligation pour les États membres de mettre en place des plateformes de dialogue avec les villes et les acteurs pour définir ce qu'on appelle la contribution nationale du système onusien. Ouais. Elle va être NDC. définie dans un cadre européen. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Commission a quand même changé très fortement sa vision des choses, qu'elle va demain publier une feuille de route 2050 qui proposera un scénario net zéro. Donc, ça veut dire justement qu'après Paris, on va très très vite dans le changement de paradigme. Jusqu'à maintenant, on disait 2050, 80% de gaz à émission. Maintenant, on parle de net zéro, donc il y a vraiment des choses qui avancent. Et la Commission avait proposé aussi, mais ça, le Parlement est en train de retoquer la copie, que les budgets européens de la prochaine période soient complètement fossil-free. Et donc ça, c'est ce que le Parlement est en train de détricoter avec les États membres, mais la Commission avait proposé une exclusion de tous les investissements liés aux fossiles dans les fonds structurels et de cohésion Parce du futur. qu'aujourd'hui, moi j'ai en tête un quart du budget qui est dédié en fait à la lutte contre le changement climatique. Alors qui est normalement Ça, c'est fléché, mais qui n'est ouais. pas du tout qui n'est pas dépensé en fait. Donc il a été fléché comme ça et il le sera encore plus dans le futur parce que la discussion c'était entre 40 ou 30%, ce sera sans doute 30%, mais même comme ça il n'est pas dépensé parce que les règles ne sont pas forcément adaptées pour les investissements qui sont des investissements qui peuvent être des petits investissements locaux. Donc il faut repenser aussi la machine, pas seulement le fléchage. Monsieur Barnada, est-ce que le cadre européen c'est important pour l'action des villes européenne en l'occurrence, est-ce que ça vous autorise plus de liberté sur certaines actions? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouviez pas faire précédemment? Ou est-ce qu'une ville qui est vraiment volontariste comme Barcelone peut s'affranchir du cadre européen? Quel rôle ça joue en fait? Est-ce que ça peut vous pousser à aller plus loin encore? Pour nous, l'espace européen, c'est très important. Mais c'est important spécialement pour la financiation ou pour partager quelques projets. Par exemple, en ce moment, avec l'Union européenne, nous sommes en train de travailler un projet pour restructurer les patios des écoles de la ville de Barcelone comme espaces qui seront de nouvelles refuges climatiques à la ville, en spécial pour les enfants et pour les femmes anciennes. Et ça, vous avez besoin de l'Europe pour ça? Excuse-moi? Vous avez besoin de l'Europe pour faire ça? Oui, la demi-part de ce projet. Pour nous, le plus important, c'est les travaux avec d'autres villes et les travaux avec ressources avec C40. Parce que c'est seulement avec le partage et compartir idées et solutions, c'est possible de renouveler la ville. Et de l'État espagnol, je n'espère rien. Parce que l'État espagnol, c'est un État avec une forte dégradation démocratique en ce moment. Et les questions climatiques ne sont pas importantes à la réalité espagnole. D'autres choses importantes pour nous, c'est l'application des objectifs de développement sostenible de les villes et l'application immédiate. Les objectifs de développement durable. Oui. Et excusez-moi, durable de les villes. Problème. Et évidemment, l'application du plan climat de Barcelone et de tous les indicateurs de durabilité de la ville de Barcelone qui sont la mesure exacte de la situation de la ville en ce moment. Merci beaucoup. Hervé Marot, donc, alors on comprend bien le rôle important que peuvent jouer les réseaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait le C40 en ce moment, ce que font les villes, peut-être l'évolution des villes et notamment peut-être pour rebondir sur ce que M. Fioroni décrivait, ces nouvelles coopérations qui se mettent en œuvre au sein des villes et pourquoi c'est important de votre point de vue? Le C40, donc, nous réunissons évidemment donc les 96 villes les plus importantes au monde. C'est bien, mais en fait, ce serait très peu si en fait nous ne partions pas du principe qu'il n'y a pas de ville sans citoyens. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit
À chaque instant, quand on avance dans l'action publique, et encore plus à l'échelle locale où la proximité fait la différence justement de la perception de l'action d'un élu. Les villes vont être au XXIe siècle ce que les empires ont été au XIXe, les nations ont été au XXe siècle, mais elles ne peuvent pas l'être pour quelque chose de négatif. Elles doivent l'être justement pour inventer le monde de demain. Ce monde de demain, il ne peut s'inventer que si nous mettons en coopération, en réseau, véritablement, l'ensemble des acteurs qui font les possibles de la ville. Ces acteurs, ce sont en particulier évidemment les citoyens, le secteur privé, tous les corps que peuvent être les ONG, les associations, tous ces mouvements qui vont permettre justement à la ville d'imaginer demain. Et c'est là l'enjeu en fait pour le maire au XXIe siècle. C'est de devenir le meilleur des connecteurs, le meilleur des facilitateurs, la meilleure des catalyses en fait à cette initiative qui pullule en réalité, ces initiatives qui pullulent en ville. Vous avez énormément en fait de start-up, d'entreprises, de mouvements, de collectifs citoyens qui inventent des solutions pour demain. Et ces solutions, elles ne demandent qu'à être expérimentées, mises en œuvre, généralisées, ensuite partagées avec d'autres villes pour accélérer justement l'action climatique. C'est là l'enjeu en fait pour un maire au XXIe siècle, c'est d'être capable d'opérer ces constellations entre les différentes composantes de ce qui fait la force et l'aspect de fer de lance des villes au XXIe siècle. Ce sont les citoyens qui sont au cœur de cela. Si on ne capitalise pas sur l'humain et sur le citoyen, alors on perdrait de vue ce qui fait justement l'aspect unique des villes, cette capacité à mettre dans un territoire donné, délimité, une population limitée certes, mais avec une vision très ancrée dans le réel, dans le monde réel. C'est là la grande force des villes. Et c'est ce qu'il faut absolument réussir à faire ensemble en œuvre. On parlait de l'Union européenne et notamment de ce budget qui n'est pas encore totalement exploité alors qu'il est déjà fléché potentiellement. Il faut aller plus vite que ça. Enfin, les initiatives locales, elles existent, mais au-delà de ce qu'on peut tous imaginer ensemble dans cette ville, il y a beaucoup de choses qui se passent sous les radars. Il faut leur donner les moyens, parce qu'en vérité, on est capable d'aller très vite et le monde est déjà en train de changer. Et on pourrait presque se dire, puisque ça se passe déjà, finalement, est-ce qu'on a besoin de ce cadre réglementaire ? On a besoin, ça en tout existe cas, déjà, en fait, plus donc. que d'un cadre réglementaire, je pense qu'on a besoin d'un véhicule qui permette justement d'accélérer à ces innovations. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs, de collectifs qui aujourd'hui ont des idées brillantissimes, qui ont les clés sans doute pour activer et redonner du sens à demain, véritablement. Bien souvent, là où le sens est bloqué, c'est quand les fonds ne suivent pas. Et quand on sait justement que les fonds sont aujourd'hui mal fléchés ou non fléchés, alors que tout a été provisionné pour y parvenir, on marche sur la tête. Et les élections européennes sont donc une opportunité incroyable, justement, sans doute, de redonner du sens à ce que l'on veut demain en ville. C'est sans doute par les villes qu'on va réinventer le lien entre les citoyens et des institutions qui ont par trop déçu au cours des années passées. Merci Hervé. Monsieur Fioroni, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça, sur le rôle de catalyseur que joue la ville? Bon, c'est ce que vous avez décrit. Est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce que vous attendez, vous, par exemple, de la prochaine Commission européenne? Est-ce que vous avez des craintes et des espoirs par rapport à ça? Yes, I think that we should work better on this field because there's a lot of money that has been spent in a lot of projects. But sometimes the way you have to spend this money is off topic. So there's a lot of best practices, there's a lot of group, but sometimes you have to understand that the city budget is very poor. So we are strongly working on best practices,
So we develop new idea, new process, but we have not money to implement this idea. So in the last finance programmation, the UE, they put lots of money just on the thinking area. So you have to study, you have to develop best practice, but city in Italy, but we have a sister city in the US, is Seattle. Seattle probably today is the most technological city in the US. So we are trying to develop best practice with them. We use this friendship. Before we arrived at the city government, they just developed a market for food. We say we want to exchange best practice for technology, but we have lots of channels to develop best practice. We need more funds to invest, to build hardware. That's why, for example, again, I try to talk about the public lighting. You can think to what you want, but if you have not the money to finance the migration to the public lighting, you cannot use the public lighting system as we do now as a node of a city gateway. So I think that we have to restart to invest not only in the thinking and in the knowledge, and to share knowledge is very important because for example, there is a not very good mechanism of transmission of innovation between the country of the European Union. We say we are the first. Italy is the second manufacturing country in Europe, but today it's just 16 in patent. So we can work better to exchange experience. And not only to be proud of our ranking, of how we are, because today I think that the problem in Europe is that each country has its own position and work alone, and we have to improve. That's important. So what the UE made to exchange experience, but we also have put money on the hardware. So we have to give money to the city to invest on the infrastructure, because the infrastructure is the only part of the story, but enabling the smart thinking. Without infrastructure, you can do what you want, but you have no way to deliver smart services. Merci, Monsieur Fioroni, pour ce témoignage. Et je vais poser une dernière question à Claire, mais si vous voulez rebondir, Hervé, vous êtes le bienvenu. Puisqu'on parle là de collaboration entre villes et de collaboration au sein des villes, mais est-ce que les réseaux de villes entre eux, vous collaborez? Est-ce que vous parvenez tous, en vous rassemblant, à représenter une voix politique forte avec un agenda politique? Enfin, est-ce que cette réalité du rôle des villes se traduit politiquement aujourd'hui? Et sinon, pourquoi et à quelles conditions est-ce que ça pourrait se faire mieux? Alors, je crois qu'effectivement, d'abord, il y a une biodiversité dans les réseaux de villes qui est assez impressionnante. C'est un écosystème grouillant qui est en capacité de créer des réseaux tous les jours. Donc ça, c'est vraiment, c'est très vivant, c'est très, très, très vivant comme panorama. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de dispersion? C'est vivant, mais... ça, c'est une possibilité, mais pour l'instant, je ne crois pas. C'est-à-dire que pour l'instant, je crois que ce qui se passe, c'est plutôt qu'il y a un approfondissement sur certains thèmes et qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un réseau qui se crée, c'est souvent avec des nouvelles villes qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas nécessairement dans d'autres réseaux ou en tout cas pas sous cet angle-là. Donc, c'est beaucoup d'angles différents et pour l'instant, je crois que l'écosystème est plutôt vivant que destructeur. Ceci dit, il faut y faire très attention. Mais par contre, pour ce qui est de la voie politique, donc je crois qu'on a été, je ne vais pas dire pris à nos propres pièges, mais les réseaux de villes ont longtemps demandé à être entendus. Maintenant, ce n'est pas seulement qu'ils sont entendus, c'est que c'est plus la seule voie qui existe, entre guillemets, puisqu'il y a une déconfiture de la place des États. Et finalement, on doit, à mon avis, déjà, pour pouvoir avoir des propositions politiques, il faudrait qu'on s'assoie clairement à la table et qu'on prenne un peu la mesure de ce qui s'est passé, la mesure du post-Paris, et qu'on définisse ensemble un agenda politique. Parce qu'actuellement, je pense qu'on a un espace, justement, on a une voie commune possible, on a un espace énorme, mais on n'est pas du tout
capable, on n'est pas en capacité, parce qu'on n'a même pas pris le temps de juste se dire c'est quoi la prochaine étape politique, qu'est-ce qu'on va demander. Et c'est beaucoup plus facile au niveau européen parce que pour l'instant au niveau européen, on a justement quelqu'un en face, on a quelqu'un à qui demander quelque chose. On sait ce qu'on veut de la Commission européenne, on sait ce qu'on veut des États membres, on sait ce qu'on veut du Parlement européen, on sait ce qu'on veut des industries, parce que l'agenda, il est entre guillemets, parce que justement en face, on a des vraies institutions. Au niveau international, comme il y a une vraie déconfiture, en fait, on n'a pas no tenemos pared que rebote. On n'a personne en face. Donc du coup, c'est notre difficulté de se dire que cet espace, de toute façon, il est trop grand pour nous. Donc il faut absolument qu'on trouve des États et des gens, des institutions en face qui soient en capacité de nous répondre, mais aussi à nous, en tant que réseau de villes, de vraiment se dire, cet espace politique actuellement, on le gaspille parce qu'on ne s'est pas assis pour définir ensemble quelles sont les prochaines étapes. Je crois que Hervé voulait ajouter un mot et puis on va peut-être conclure là pour enchaîner avec la suite du programme. Je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit par Claire et justement, il nous faut devenir, ces réseaux de villes, plus politiques. Ce qui ne veut pas dire être partisan, attention. Il faut être politique au service de ce que nous défendons. Et ce que nous défendons, c'est la mise en œuvre justement de cet accord de Paris. Quand on regarde en fait l'échelle européenne, sans doute en fait l'accord de Paris, au-delà de nous offrir une perspective d'imaginer et de mettre en œuvre le monde de demain, sans doute cet accord de Paris est peut-être la dernière chance pour l'Union européenne de recréer du lien avec les citoyens européens. On le voit partout en Europe avec l'essor des populismes, avec le Brexit qui est sur le point de se mettre pour le coup en œuvre. Il y a vraiment besoin de redonner du sens à cette Europe, de lui redonner du sens politique au sens noble du terme. Et c'est sans doute ce que les villes savent faire de mieux, donner du sens aux projets qu'elles mettent en œuvre dans l'intérêt de leurs citoyens. L'Union européenne, nous avons besoin qu'elle vienne financer justement toutes les actions qui doivent être mises en œuvre là où la grande majorité de la population européenne va être dans les années à venir. On ne peut plus perdre de temps là-dessus. Et c'est pour ça que sans doute l'Union européenne et la mission de la prochaine Commission européenne, parce qu'on pense aux élections qui ont lieu en mai prochain, mais la prochaine Commission européenne sera vraisemblablement installée en novembre 2019, cette Commission européenne, elle doit mettre l'accord de Paris au cœur de son action, pas seulement pour imaginer le monde de demain, mais aussi pour reconnecter avec les citoyens. Il y a sans doute justement une coopération européenne à créer en mettant les villes, les citoyens et le secteur privé au cœur justement de l'Europe de demain. On a par trop perdu de vue l'idée qu'il fallait que l'Europe ait du sens tous les jours. Et on a laissé justement ceux qui avaient envie de lui donner tout le mauvais sens qu'elle pouvait prendre en montant les uns contre les autres au quotidien, on a laissé cela justement s'installer à la tribune de ce qui devait être en fait le lieu d'où on imaginait demain. Ce n'est plus possible. Donc c'est clair que nous, depuis les réseaux de villes, on va prendre nos responsabilités parce que cette Europe a besoin d'être repolitisée et c'est sans doute en repartant depuis là où la démocratie est née, dans les cités, qu'elle pourra justement se repolitiser au service de toutes et tous. Merci beaucoup, merci pour ce mot de conclusion. Donc, refonder l'Europe à travers ces villes via une ambition, on va dire, écologique.